Voici une conférence présentée par Paul Menu, ancien chef du service cardiologie du CHU de Poitiers. Sa conférence a pour sujet « Cœur de femme et cœur de jeune ». Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est très sympa d'être là avec vous. En plus de ça, dans la salle Jean Ferrat. Que la montagne est belle, donc je ne vais pas faire tomber la pluie, mais c'est des belles chansons, un bel auteur. Donc je suis très honoré d'être là et dans cette salle. Vous êtes nombreux, c'est très bien. Je suis très flatté que vous soyez venus pour écouter. Très nombreux, mais en même temps, ça va nous permettre un temps de parole, d'échange. Et j'essaierai d'être assez court pour que on puisse poser des questions. Poser des questions, bien entendu, pas les questions personnelles, pas sur votre tension artérielle ou votre diabète ou le problème chez un enfant d'une voisine, mais des questions d'intérêt général sur cette thématique du sport santé, de l'activité physique et de la sédentarité aux écrans dont on va essayer de parler. Cœur de femme et cœur de jeune. Allons-y, première diapositive s'il vous plaît. Même si c'est des choses que vous connaissez, je fais un bref rappel de la gravité des choses. La gravité des choses, c'est qu'on ne va pas parler de quelque chose qui est anodin ou épisodique. On parle de quelque chose qui est très grave. La maladie cardiovasculaire entraîne 147 000, en 2022, 147 000 décès par an. 147 000 décès par an. Rien que l'AVC, qui est une des deux grandes pathologies cardiovasculaires, c'est un avion qui tombe tous les jours. Est-ce que vous prendriez encore l'avion? Parce qu'il y a un avion pour l'AVC, il y a 2 avions et demi pour l'infarctus, ça fait pratiquement 3 à 4 avions qui s'écrasent avec 0 survivant tous les jours. La suivante. Le nombre de décès par AVC et par jour, c'est un avion qui tombe. En France. 5 fois plus que le coronavirus à la période où il était le plus mortel. Et cela n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a une partie, c'est pas le mien, je l'ai mis en off. Il y a un tiers, c'est les morts, mais pour un décès, il y a 8 à 9 malades. La suivante. Un AVC toutes les 4 minutes. Depuis que j'ai commencé, en France, il y a déjà eu un AVC. Et il y a eu 2 infarctus. Donc vous voyez que c'est quand même très grave. La suivante. L'accident vasculaire cérébral est quasiment pire que l'infarctus. Un AVC toutes les 4 minutes. D'accord. Sur ceux qui survivent à l'AVC, il y a 180 morts par jour, mais il y a aussi 40% de séquelles très graves. Première cause de handicap. Deuxième cause de démence. Et chez la femme, première cause de mortalité. Devant les cancers, devant le cancer du sein, devant tout le reste, la première cause de mortalité des femmes en France, c'est l'accident vasculaire cérébral. C'est-à-dire qu'avec 180 par jour, on comprend que ça concerne du monde. La suivante. Et dans le monde, 35 millions. Voilà. Et en 2030, il y aura 52 millions. Et c'est quand même des maladies d'origine comportementale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le comportement, tabac, stress, alimentation, sédentarité, qui entraîne ça. Donc quand on veut éviter, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On fait de la prévention. C'est-à-dire qu'on dit que le tabac, c'est pas très bon. La sédentarité, c'est pas génial non plus.
La suivante. Les artères, voilà, on va aller vite. Une artère saine, vous l'avez à gauche. À l'intérieur, j'en ai vu des milliers, c'est extrêmement lisse. Parce que dans un vaisseau qui fait 1 mm de diamètre, il y a 5 millions de globules rouges qui passent. 5 millions de globules rouges dans 1 millimètre cube. Il faut que ça glisse très bien. Donc c'est pur qu'une glace. L'intérieur d'un vaisseau, c'est extrêmement lisse. Mais quand on a un petit peu de surcharge pondérale, un petit peu de cholestérol, il y a une petite plaque jaune qui se met sur le côté. Et puis au fur et à mesure qu'on ne fait pas trop attention, qu'on aime bien les rillettes, le saucisson et le beurre, eh bien la plaque, elle devient de plus en plus grosse. Et sur l'autoroute, quand il y a une des deux voies qui est bloquée par une voiture, est-ce qu'on passe bien? Non, ça passe beaucoup moins bien. Et qu'est-ce qui risque de se passer? Même si la route est encore bonne, eh ben, c'est qu'il risque qu'il y ait un caillot. Et quand il y a un caillot, il n'y a plus de circulation. Vous voyez, cette artère, c'est une vraie artère. Ça, c'est des dessins, mais ça, c'est une vraie artère. Vous voyez très bien les deux aspects d'athérome, en haut et en bas, qui ont réduit la lumière. Ce qu'on appelle la lumière, c'est l'intérieur du vaisseau. La lumière, au lieu d'être comme ça, eh ben, les deux parois ont réduit la lumière. Ben, dans une autoroute où il n'y a plus qu'une voie sur 3, ça circule nettement moins bien. La suivante. Alors quand ça ne circule pas bien, dans une artère qui va au cerveau, on risque l'AVC. Dans une artère qui va au cœur, on risque l'infarctus. Dans les artères génitales, les hommes, ils sont à 40 ans avec une impuissance. Dans les jambes, ils ont de la claudication, c'est-à-dire qu'au bout de 150 mètres, oula, on a des crampes dans les jambes, il n'y a pas assez de circulation. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de circulation? Ben, vous voyez, la terre là, qui n'a pas été irriguée, qui n'a pas reçu depuis longtemps son eau fertile, eh bien, elle ne va pas très bien. Ça vous plairait d'avoir un cerveau qui ressemble à ce désert? Non, pas trop. Et un cœur qui ressemble à ça? La suivante. Alors, quel est le danger de la maladie cardiovasculaire? Ben, le vrai danger, c'est qu'on peut basculer dans la maladie brutalement, sans aucun signe prémonitoire. Sans aucun signe, on n'a pas eu mal dans la poitrine, on n'a pas eu mal dans la tête, on n'a pas eu mal dans les jambes, et d'un seul coup, on bascule dans la maladie cardiovasculaire. 60% des patients qui font un infarctus et 65% des patients qui font un accident vasculaire cérébral, un AVC, n'ont eu aucun signe annonciateur. Aucun. Ou presque. Ah, qu'est-ce que je veux dire par ou presque? La suivante. Alors, là pour l'instant, ça c'était un petit peu les préliminaires. Ça c'est extrêmement important. Pourquoi presque? Parce qu'il y a quand même des facteurs de risque. Et qu'avant d'avoir la maladie, même si on peut l'avoir brutalement du jour au lendemain, on a des facteurs il y a des facteurs favorisants. Ça, cette diapositive, elle est mondialement connue, elle a servi à tout le monde. Il y a 6 facteurs de risque et 3 facteurs protecteurs. Facteurs de risque, on les connaît, je ne vais pas m'étendre. Le diabète, l'hypertension, le tabagisme, le rapport taille-hanche. Globalement, taille-hanche, ça correspond à un indice de masse corporelle élevé à l'obésité. Le stress et le rapport ApoB, ApoA1, c'est le cholestérol. Ça, c'est les facteurs de risque. En 2005, on disait qu'il y a 3 facteurs protecteurs. En vert. Exercice physique régulier. Très bien. Consommation d'alcool régulière. Mais, attendez, non, je vois madame qui sourit, mais vous avez vu ce qui a marqué? Modéré. Modéré. Bien. Eh bien, en 2024, ça commence à changer. Avance. Exercice physique régulier est devenu rouge. C'est la sédentarité qui prime. Et la sédentarité est devenue un facteur de risque. Énorme.
Parce qu'on bouge moins, parce que la mécanisation, l'automatisme, les voitures, et ainsi de suite, on bouge beaucoup moins que nos parents. Et encore moins que nos grands-parents. Donc, on ne parle plus d'exercice physique, on parle de sédentarité et c'est devenu un facteur rouge. La consommation d'alcool régulière, c'est c'est un verre par repas. Mais le problème, c'est que quand on est au-dessus, la suivante, eh bien, on arrive sur la cirrhose, mondaine ou non, mais on arrive à boire beaucoup trop. Et donc, effectivement, on n'a plus 3 facteurs protecteurs, on a 8 facteurs de risque, et un facteur protecteur, on mange beaucoup de fruits. Bon, si on n'est pas déjà rassasié par le trop gros repas, on consomme encore un petit peu des fruits. Cette diapositive est extrêmement importante parce que c'est la base de la prévention. Toute la prévention, tout ce dont on va parler, s'appuie là-dessus. Je ne vous l'ai pas dit, mais regardez ce qui a marqué au milieu. 9 facteurs expliquent 90% des infarctus et 93% des AVC. Donc, si on fait cette pathologie, dans la plupart des cas, on a une explication, c'est qu'on a ces facteurs de risque et qu'on ne les a pas maîtrisés. La suivante. Alors bon, je ne vais pas faire entre le monsieur à gauche et le monsieur à droite, je n'ai pas besoin de vous demander quel est, d'après vous, celui qui a le plus de risques. Entre la jeune fille à gauche et la jeune femme à droite, c'est pareil. Et cette jeune fille qui se croit intéressante, elle a pourtant des baskets, mais entre la bière et le tabac, c'est sûr qu'elle se prépare un avenir un petit peu compliqué. La suivante. Quelle est l'évolution des connaissances au niveau de la prévention ? La première chose, c'est qu'il n'y a pas un facteur, mais 4. On a mis en avant l'activité physique, lutte contre la sédentarité. En fait, maintenant, on sait très bien, et c'est les chercheurs, j'ai travaillé à cette expertise de l'INSERM, c'est un gros pavé qui fait 700 pages, qui a été réactualisé. Il n'y a pas un facteur pour être... Non. Quoi ? Il faut que tu reviennes en arrière, s'il te plaît. 4 things to do for good health. Activité physique, nutrition, bon sommeil, relaxation. Bon sommeil, relaxation. Tout se tient. Donc, la deuxième chose que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'il ne suffit pas de marcher ou de faire de l'activité physique. Il faut bien faire attention car les 4 éléments, alimentation, si vous mangez trop gras ou trop fort, de façon trop importante le soir, vous n'allez pas bien dormir. Si vous ne dormez pas bien, le lendemain, vous ne vous réveillez pas très bien. Et comme vous ne vous réveillez pas très bien, vous n'avez pas tellement envie de bouger, pas envie et on rentre dans un cercle qui n'est pas un cercle vertueux, mais qui est un cercle vicieux. Les nouvelles, enfin pas les nouveautés, mais l'évolution, c'est que ça n'est pas... Bon, je vais avancer. Non, c'est pas grave, vas-y, avance. Donc vous voyez, comment devenir centenaire, ça n'est pas uniquement l'activité physique, il y a l'alimentation, le sommeil et le stress. La deuxième chose importante, c'est que cette prévention ne concerne pas uniquement la prévention de l'infarctus et de l'AVC, mais maintenant on sait que ça joue aussi sur les maladies comme le cancer, les maladies ostéo-articulaires, les douleurs dans les articulations, le diabète, les maladies chroniques, et donc ça joue bien plus que sur les simples maladies cardiovasculaires. Je ne vais pas vous parler du diabète, je ne vais pas vous parler des maladies que je connais moins, mais ça ne joue pas que sur les maladies cardiovasculaires. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas que des bénéfices organiques à pratiquer de l'activité physique. Qu'est-ce que c'est qu'un bénéfice organique ? C'est que ça concerne un organe, c'est-à-dire le cœur, le cerveau, le cœur, enfin je ne l'ai peut-être pas dit dans le bon sens, c'est pas grave, mais le rein, les os, mais ça concerne aussi des choses non organiques, le bien-être, la sociabilité,
l'estime de soi, le comportement de l'humeur, voire la civilité ou la citoyenneté. Et donc, il y a des bénéfices non organiques extrêmement importants, en particulier sur le bien-être, mais aussi sur le comportement. La suivante. Alors les facteurs, il y a des facteurs comme les facteurs génétiques, on n'y peut rien. On est une femme, on est une femme, ou on est un homme, on est un homme. On a des parents ou des grands-parents qui avaient des gros problèmes de diabète ou de cholestérol. On en a hérité. Mais il y a des facteurs sur lesquels on peut intervenir. Ce sont les facteurs comportementaux qui sont modifiables. C'est le tabac, l'alimentation, l'activité physique et le stress. Allons-y, la suivante. Le tabac. Ça participe au rétrécissement des artères. Vous voyez le petit point jaune. Les artères, elles se chargent de différents éléments. La suivante. Et puis quand il y a ça, il y a un caillot qui va venir et le caillot, il va boucher l'artère. La suivante. Même sur une artère saine, lorsque on prend des mauvaises substances, lorsqu'on est stressé, lorsque l'adrénaline coule pour une raison quelconque, parce qu'il y a une émotion, parce qu'on a peur, parce que ceci, eh bien ça entraîne un spasme. L'artère est normale, mais elle se resserre. Vous savez bien qu'au soleil, l'artère peut avoir... vous touchez une artère, en chirurgie, quand on touche une artère avec une pince, elle se rétracte automatiquement. C'est ce qu'on appelle un spasme. Le spasme, ça peut entraîner la fermeture de l'artère. Le tabac est extrêmement vasoconstricteur, c'est-à-dire vasofermeture du vaisseau. La suivante. L'alimentation, pour moi, c'est assez simple. Et c'est facile de comprendre la relation entre in et out. Il y a ce qui rentre et il y a ce qui sort. Il n'y a pas 36 solutions pour maigrir, quoi qu'en pensent les gens et les champions, qui vous prennent beaucoup d'argent pour ça en disant ceci. Vous pouvez manger tout ce que vous allez voir en 3 mois, je vous fais maigrir de 25 kilos. Non, il y a les entrées et les sorties. Entre les aliments qui apportent à votre corps de l'énergie, c'est les calories in, et puis les calories out, c'est ce que vous faites comme dépense. Il n'y a rien d'autre. La dépense, c'est quand je marche, la dépense, c'est quand je soulève un poids, la dépense, c'est quand je fais des rangements. Enfin bon, peu importe, on connaît la façon de dépenser son énergie et la façon de rentrer de l'énergie. Alors bien entendu, manger un gros hamburger comme ça sans rien faire, c'est pas aussi bon que de manger des carottes et des betteraves. Ça dépend de ce qu'on mange. Si dans le calorie in, on ne fait que choucroute et cassoulet, c'est sûr que c'est plus important que d'autres aliments. Mais c'est facile à comprendre. La suivante. Alors oui, il y a des aliments qui sont meilleurs, il y a des acides aminés essentiels, mais est-ce qu'on peut manger que de la spiruline, que du sésame, que des bulots ou des graines de chia? C'est pas sûr. Les antioxydants, c'est bon, on sait que c'est bon, mais ne boire que des antioxydants, c'est pas toujours évident. La suivante. Je n'ai pas terminé, mais à propos de l'alimentaire, je vous ai dit que c'était simple. Je ne vais pas vous dire qu'il y a beaucoup de coachs qui ne sont pas terribles ou de diététiciens qui ne sont pas terribles. Il y a même des médecins qui ont des programmes qui ne sont pas terribles, voire très mauvais. Sachez que, pour moi, quelqu'un qui vous promet un amaigrissement sérieux, sans effort, il faut avoir des doutes. Il faut avoir des doutes. Et que, quelle que soit la formule et quel que soit le prix qu'il vous demande, bien boire de l'eau et avoir de l'activité physique seront indispensables. L'activité physique, alors oui, aller jouer contre les All Blacks, c'est peut-être un petit peu dangereux, mais globalement, l'activité physique, on y gagne beaucoup plus qu'on y risque. Bien sûr qu'on peut se faire quelques foulures. Sur les 8 clubs dont je suis responsable sur la région Poitou-Charentes, tout le monde a un défibrillateur. Quand ils vont faire des balades à l'extérieur, il y a un défibrillateur. Ça fait 6 ans qu'il n'y en a pas un seul cas était nécessaire. Les seuls accidents qui ont
étaient les plus embêtants, c'est des entorses. Des récidives, il y a eu 8 personnes en 7 ans qui ont été hospitalisées pour un problème, une suspicion de problème cardiaque. Aucun n'a fait d'infarctus. Les problèmes les plus graves sont ceux qui se sont fait des entorses et des chutes. Donc, on protège vraiment. Dans les clubs, ils sont vraiment protégés par cette activité physique. La suivante. Il ne faut pas confondre sport et activité physique. En ce moment, on va beaucoup pas vous bassiner, mais beaucoup vous parler des Jeux Olympiques, du sport. L'activité physique, c'est dans l'autre sens. Le sport, c'est une activité physique particulière. Le sport est une activité physique de compétition. Le sport est une activité physique avec des performances. L'activité physique, vous pouvez en avoir plein, c'est simplement avoir une consommation d'énergie supérieure au repos. Bien. La suivante, mais vous voyez, ça peut être des jeux. Prendre soin de son corps, vas-y, avance. Prendre soin de son corps, c'est donc bouger. Avance, s'il te plaît. Au moins 30 minutes d'activité physique par jour, ça permet de réduire de presque 20 à 30% le risque de mortalité. La suivante. Si vous ne pouvez pas faire de sport, il faut marcher plutôt que de prendre la voiture, monter les escaliers plutôt que l'ascenseur, c'est pas très très compliqué, jouer dehors plutôt que regarder la télévision, là aussi, si vous ne faites pas ça partout, il n'y a pas de danger particulier. La suivante. La sédentarité, c'est très grave. La sédentarité, elle vient de battre le tabac. La sitting is the new smoking. Allez voir ça, il y a plusieurs sites là-dessus. Le temps journalier passé en position assise est plus élevé, plus est courte l'espérance de vie. La sédentarité, ça encrasse notre organisme. Et quand il est encrassé, il va pas bouger et il va se charger de déchets. Et les déchets, il va les mettre dans les vaisseaux, il va les mettre dans le foie, il va les mettre dans le panicule adipeux. Il y a 40 ans, quand mon frère allait en Algérie, dans son pactage, on lui donnait des cartouches de gauloises. On leur donnait. Maintenant, les enfants, on leur donne un ordinateur. Ils ne le payent pas. À l'école, on leur donne un ordinateur. On a une célèbre ministre qui a fait en sorte que tout le monde ait un ordinateur. Sauf que l'ordinateur tue. Les méfaits de l'écran, par la sédentarité qu'elle entraîne, sont extrêmement graves. La suivante, regardez. Smoking, inactivité. Il y a 4-5 ans, c'était ça, mais on a encore pire maintenant. Le nombre de morts à cause de la sédentarité est supérieur au nombre de morts dus au tabac. Alors vous voyez, c'est pas pour vous dire qu'il faut sortir votre paquet de cigarettes et vous remettre à fumer, mais 5 millions, et on est arrivé à 6 millions actuellement, il y a 6 millions de gens qui décèdent parce qu'ils n'ont pas assez d'activité physique. Sitting is the new smoking. Donc vous voyez que c'est grave. C'est pas anodin de passer 3 heures devant un écran. C'est pas anodin de passer je vais encore regarder la série, mais il faut que je revoie la série absolument. Puis bon, on voit l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 4, et ainsi de suite. La suivante. Gestion du stress, là aussi c'est facile. Il faut reconnaître, le maîtriser. Il n'y a pas de bon stress. Il n'y a que les mauvais chefs d'entreprise qui vous font croire qu'il faut que vous ayez un peu de stress pour être tonique, mais il n'y a pas de bon stress. Le stress, ça entraîne une décharge de catécholamines. Les catécholamines, ça resserre les vaisseaux. Ça fait au niveau du cerveau une mauvaise circulation et ça entraîne effectivement une qualité de vie qui est moins bonne. Lyotet, qui n'était pas un imbécile, disait « Les gens qui ne reposent pas fatiguent les autres ». La suivante. Combattre le stress, alors il y a des choses très simples, ça vous le retrouvez dans Zen, dans Respire Relax. Moi je fais ça 3 fois par jour. Il faut respirer, règle des 3, 6, 5, 3 fois par jour, respirer au rythme de 6 cycles respiratoires. Alors c'est des cycles qui sont lents
parce que vous voyez, il faut respirer 6 cycles en 1 minute. Donc, c'est un cycle qui prend 10 secondes. C'est... Et là, je ne suis pas encore sûr d'avoir fait tout à fait 10 secondes. Vous faites ça 1 minute comme ça, pendant 6 fois. Vous le faites 3 fois par jour, et ça a un effet extrêmement intéressant sur le déstress, sur la qualité de votre état neurologique. La suivante. Le stress quotidien, bon, bah ça, effectivement, on le connaît. On va aller vite, je pense qu'on est plus maintenant dans la période un peu retraite à avoir moins ça, mais il est beaucoup plus important. On va le voir, il est plus important chez les femmes, et en particulier les femmes en entreprise. La suivante. Le stress, c'est grave aussi. Le stress aigu est un facteur de risque d'infarctus. Un accès de colère, ça peut entraîner un AVC. Ça peut entraîner des douleurs de la poitrine, un malaise vagal, un essoufflement brutal. La suivante. Et le stress aigu peut, s'il n'est pas bien pris en charge, tuer. Activation du sympathique, spasme coronaire, hormones de stress, catécholamine et thylamine. Ça entraîne une hypertension. L'hypertension, ça entraîne une occlusion coronaire, accident AVC, dissection de l'aorte. La suivante. Alors, ce tableau, j'ai le exprès, je n'invente rien. Les chiffres, vous pouvez sortir votre téléphone et voir que ce sont les vrais chiffres. Ce n'est pas que la Fédération française qui en parle, c'est une maladie qui peut être très grave, qui est fréquente, très fréquente. 400 personnes par jour, c'est quand même pas rien. Et donc, il faut en avoir conscience. Il y a une diapositive que je ne vous ai pas montrée parce que c'est pas facile. L'efficacité de la prévention. Les pays qui ont fait de la prévention, qui ont décidé de vraiment mettre le paquet sur la prévention, ont eu des résultats spectaculaires. C'est la Finlande qui a été le premier à le faire, et de 800 morts pour 100 000 habitants par an, ils sont passés à moins de 100. À moins de 100 morts pour 100 000 habitants. Alors, c'était en l'an 2000 qu'ils ont commencé, ils ont mis le paquet de cigarettes à 20 €, il y a 20 ans. Ça a quand même... bon, ils avaient une alimentation très grasse, avec beaucoup de choses, parce que ce n'est pas des lapons, mais ils sont quand même dans des pays où il fait froid, et ils ont changé complètement leur alimentation. Et ils ont rendu obligatoire dans les écoles, dans les entreprises, la possibilité d'avoir une marche ou une activité physique d'1 heure par jour, 60 minutes par jour. Et avec cette prévention, la courbe, elle est comme ça. Ils ont commencé dans une province qui était la Carélie, et puis, quand au bout de 3 ans, ils ont vu que ça marchait si bien, toute la Finlande l'a fait, et ils ont maintenant un taux de mortalité de maladies cardiovasculaires par habitant inférieur à 100. Nous, on est à 312 pour 100 000 habitants, donc on pourrait encore bien progresser. Les populations qui sont en ce moment menacées par ce problème, il y en a 2, ce sont les femmes et les enfants. La suivante. Les femmes, elles ont bien gagné. Elles ont voulu avoir beaucoup de choses, elles ont raison. L'égalité, c'était pas normal qu'il y ait que les hommes qui soient malades, et donc autant qu'elles fument, autant qu'elles boivent de l'alcool, autant qu'elles aient des responsabilités importantes, mais importantes les responsabilités, c'est aussi des responsabilités stressantes. Et en plus de ça, les hommes ne se sont pas privés de les stresser un peu plus, surtout ceux qui étaient au-dessus. Toujours est-il que dans les 15 dernières années, il y a 17%, même c'est presque 18%, d'accidents, d'infarctus en plus chez les femmes. Et il y a moins 8% chez les hommes. Donc bravo mesdames, vous avez gagné. On vous le laisse, mais bon, c'est pas négligeable. Aujourd'hui, il y a plus de femmes qui font d'AVC que d'hommes.
Quand j'ai ouvert le service de chirurgie cardiaque à Poitiers, je suis venu de Paris pour le créer, on opérait sur 15 personnes, une femme. 14, c'était des hommes. Les infarctus, les carotides, il y avait très très peu, c'était en 87, donc c'était il y a 35 ans, il y avait une femme sur 15. Aujourd'hui, dans le service, il y a autant de femmes que d'hommes. Il y a autant de femmes qui ont besoin de stent, autant de femmes qui ont besoin de pontage, et il y a plus de femmes qui ont la maladie que les hommes. Donc là, on a réussi pour l'égalité. Quoi ? Vous auriez voulu vous en passer ? On ne peut pas avoir tout. Hein. Oui ? Alors vous voyez, ça c'est un AVC, ça c'est un infarctus. La suivante. Alors la progression est inquiétante parce que seulement 53% des femmes atteignent les recommandations. Les recommandations, c'est 1 heure par jour d'activité physique, 60 minutes. Alors le problème, c'est que la femme, elle a le landau, elle a le bébé dans le berceau, il faut qu'elle fasse les courses, et puis elle amène quand même l'ordinateur parce qu'il faut aussi rendre un rapport pour demain matin au plus tard. Et elles ont des responsabilités familiales, des charges mentales importantes, situation sociale et économique pas toujours facile, méconnaissance des effets délétères de l'inactivité, parce qu'elles pensent qu'effectivement, avec ce qu'elles ont à faire, elles ont beaucoup d'activités, mais ce n'est pas de l'activité dédiée, ce n'est pas de l'activité forcément volontaire, et ça entraîne ce qu'on voit comme fréquence de cette pathologie. La suivante. Alors, un danger sous-estimé. Le danger des maladies cardiaques chez les femmes est-il sous-estimé ? Oui. Parce que quand moi j'ai fait ma médecine en 1965, on nous apprenait que les femmes, elles avaient leurs hormones, elles avaient ceci, c'était pas une pathologie des femmes. Donc les médecins, ils ont été formés en disant non, ça c'est de la tétanie, c'est de la spasmophilie, mais vous n'avez pas de maladie cardiaque. Maintenant, il faut former les médecins différemment. Les femmes sont-elles plus menacées d'avoir des maladies cardiovasculaires ? La suivante. Donc oui, le danger des maladies cardiaques est sous-estimé. Oui, la suivante. Il y a une menace sérieuse, plus importante que chez les hommes, chez les femmes. La suivante. C'est une perte de chance, alors une exposition au mode de vie stressant, des facteurs de risque plus toxiques chez la femme à cause justement des problèmes hormonaux, des facteurs de risque spécifiques, on le verra. Il y a la puberté, il y a la ménopause, il y a la grossesse et des artères plus fines. Maintenant qu'on opère beaucoup de femmes, on le voit, j'en ai vu des centaines, les artères des femmes sont beaucoup plus petites. C'est 1 mm de moins que les hommes. Les hommes ont des artères qui font jusqu'à 3 mm. Les femmes, c'est 1,5 mm. Et vous comprenez bien que des petites artères sont plus difficiles à réparer que des grosses artères. Et qu'un petit stent, un ressort qu'on met à l'intérieur, il marche moins bien sur une artère de ce qu'on appelle un diamètre 1,5 par rapport à un diamètre 3,5 qu'ont un certain nombre d'hommes. C'est des défauts au genre aussi, la suivante. Les femmes se croient protégées alors qu'elles ne le sont pas. D'abord parce qu'il y a la contraception et que leurs rythmes ne sont plus les mêmes et que les contraceptions, des fois, font le contraire de la protection. Il y a peu de dépistage, un retard diagnostic parce que le corps médical n'est pas encore complètement convaincu de ces choses-là. La suivante. C'est pratiquement les mêmes signes. Ce qu'il ne faut pas hésiter, c'est que si une femme a le moindre signe de douleur dans la poitrine, de douleur qui va dans les mâchoires, qui va dans les côtes, eh bien il faut faire un examen complet après 65 ans, analyse de sang, regarder comment est le cholestérol, pas hésiter à leur faire une épreuve d'effort. Pourquoi une épreuve d'effort ? Parce que le cœur est tellement bien fait qu'il a tellement de réserves que si on ne fait pas un effort à vélo ou à n'importe quoi, moi j'ai presque rien, j'ai des petites douleurs de temps en temps, mais presque rien. Vous la mettez à faire une épreuve d'effort, une vraie épreuve d'effort sur un vélo. Au bout de 3 minutes, on passe de 30 à 60 watts, en 60 watts à 90 watts, et là, vous voyez l'électrocardiogramme, oh là là, il y a un déficit. Et donc, il faut que même la femme, elle n'a pas de raison de ne pas avoir une épreuve d'effort dès qu'à 45 ans, elle a le moindre signe. La suivante. Un diagnostic précoce, dans toutes les pathologies, on le sait. Plus on fait le diagnostic tôt, mieux c'est.
Et bien justement, les femmes, elles sont diagnostiquées trop tard parce qu'on n'y pense pas assez, parce que les syndromes sont sous-estimés et on a un retard diagnostique. C'est encore une perte de chance. La suivante. On appelle au SAMU derrière parce qu'on dit non, mais ça c'est de la tétanie, ça n'a pas rapport. Et donc le SAMU étant appelé trop tard, on a un problème. La suivante. Là, et je vous l'ai dit, la revascularisation est plus difficile sur les petites artères. La suivante. La mauvaise hygiène de vie est l'ennemi public numéro 1 des femmes, des hommes aussi, hein, je vous rassure, mais le tabac est commencé très tôt, dès le collège. Le surpoids et l'obésité, là aussi, c'est dès l'école primaire. L'hypertension artérielle, le diabète. Les femmes sont plus sensibles aux problèmes du diabète à cause du pancréas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup plus de jeunes femmes diabétiques que de jeunes hommes. La suivante. Alors il y a des périodes, il y a ça, si vous avez un bon médecin, il a dû vous faire cet organigramme, là où on a le cholestérol. Bah, vous imaginez bien que si vous êtes tout en rouge, c'est pas terrible, et que plus vous êtes dans la zone verte, bah, le tabac, bah, voilà, et ainsi de suite, c'est bon. Pendant la ménopause, c'est pas toujours une bonne période, et donc il faut qu'on ait une surveillance particulière parce que c'est une période de changement hormonal. Pendant la grossesse aussi. Je ne pouvez pas vous imaginer le nombre de femmes enceintes qui font des problèmes. La suivante. Bon, le tabac, on avance. La suivante. Tabac et pilule. Ça, c'est une interdiction absolue. Absolue. Donc il faut arrêter le tabac, ou alors changer de contraception. Mais le tabac et la pilule sont, pas l'année dernière, parce qu'il y a 3 ans, on a eu 3 jeunes femmes, moins de 30 ans, qui ont fait un très gros problème de caillots, très gros problème de caillots, ils ont failli mourir, parce qu'elles n'étaient pas conscientes avec une contraception et du tabac. La suivante, donc ça c'est sûr qu'il faut l'éviter. Allez-y, avance. Avance. Alors, les jeunes. J'ai appelé ça non-assistance à personne en danger. C'est-à-dire qu'on est quand même responsable de ce qu'on voit, de ce qu'on sait et de ce qu'on fait. Donc, les jeunes ne vont pas très bien. La suivante. 3 éléments nous incitent à préoccuper les adolescents et m'ont poussé à créer ce groupe Cœur d'ado. L'augmentation de la sédentarité et ses effets immédiats sur la santé corporelle et mentale, l'évolution inquiétante du mal-être chez les jeunes. Il y a les guerres, il y a l'écologie catastrophe, il y a le Covid. Bon, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui font qu'ils ne vont pas très bien. Et le 3e élément qui nous pousse à faire quelque chose, c'est qu'il y a une réversibilité si on s'en préoccupe. C'est-à-dire que François Carré a montré, cet article est publié dans le Figaro, non dans le Monde, que en l'espace de 5 à 6 semaines, en reprenant une activité, on récupérait un risque moins important et une capacité cognitive et corporelle supérieure. La suivante. Alors, en France, on aime bien les états des lieux. Il y en a eu 2. C'est mon ami Chantal qui l'a fait à Clermont-Ferrand. Activité physique, sédentarité de l'enfant. On est médaille de bronze des mauvais élèves. Les adolescents ne bougent pas assez. Il n'y a que la Corée du Sud et l'Italie qui est devant nous. Parmi tous les pays les plus développés, on est très largement, 87% des 11 à 17 ans et plus de 90% des filles, c'est de l'académie et c'était des statistiques tout à fait contrôlées, ne font pas assez d'activité physique. La suivante. Aux États-Unis, c'est bizarre. Pardon ? Les États-Unis sont en, je ne sais pas combien de positions, Ouais. c'est bizarre parce qu'ils sont quand même costauds. Enfin, Ils sont costauds, mais ils bougent encore beaucoup. Ils bougent encore beaucoup. La suivante. Et ça, c'était avant le Covid. L'ONAPS, le document que j'ai donné, étude des confinements sur les élèves de CE2, CM1. 60% des enfants
ayant augmenté leur temps d'exposition à un écran pendant le confinement. 20% de capacité cognitive en moins et 15% de capacité motrice. En France. La suivante. L'augmentation de la sédentarité est énorme. On ne le mesure pas, mais elle est énorme. L'addiction aux écrans est sous-estimée par les enquêtes. Cette enquête, Esteban, elle est de 2019, avant le confinement. Vous voyez le chiffre? Les garçons, ils sont à 7h10 d'écran. 7h10 d'écran le samedi, dimanche. Pendant la semaine, ils sont, comme il y a les écoles, ils sont qu'à 3h45. Et les filles, 6h23. Et ça, c'était avant le confinement. Il y a entre 45 et 60 minutes de plus depuis le confinement. La suivante. Des adolescents passant moins de 2 heures par jour devant un écran, 8%. 8,4. Vous savez tous calculer, ça fait combien qui font plus que 2 heures? Vous vous rendez compte? La suivante. Et la sédentarité, c'est très mauvais. Là, c'est le dernier rapport de l'ONAPS. Vous voyez, en violet, c'est les jeunes filles. Elles sont à 16%. Jeunes filles dont le niveau d'activité est suffisant. Il n'y en a que 16%. Ça veut dire 84% qu'on ne fait pas assez. 84%. Et c'est mauvais pour les vaisseaux, pour les muscles, pour le pancréas. Quand on est comme ça sur l'ordinateur, on ne développe pas ses poumons. On a mal au dos. En plus de ça, on mange un petit peu des pop-corn parce qu'on ne sait pas, il faut bien manger quelque chose. La perte de vitalité, de capacité de mortalité, une hausse de la mortalité qui peut aller jusqu'à 34%. La suivante. Oui, bon, ça, c'est les 84% qu'on ne font pas assez. Alors, le résultat est quand même inquiétant. En 87, les enfants de 14 ans couraient le 800 mètres à 11,2 km/h. En 2022, ils faisaient la même distance à 9,05 km/h. Une perte de leur capacité. La fédération avait fait un quart du cœur qui était perdu. C'est pas très beau. Ça veut dire qu'ils ont perdu 20%. À la fin de la maternelle, en 2022, 4 enfants sur 7 ne sont pas capables d'attraper un ballon. C'est sidérant quand même. Et depuis 20 ans, nous restons les derniers de la classe pour les mathématiques. Alors, on est premier de la classe pour l'inactivité et dernier de la classe pour les mathématiques. Alors, ça inquiète les ministres de l'Éducation, mais ça fait déjà 15 ans que c'est comme ça. Et 15 ans que les parents, qu'est-ce qu'ils font? Dispensent d'activité physique, dispensent de sport, et tu feras des examens où tu auras un professeur de mathématiques 1 heure par soir, ou 2 fois par semaine, tu auras des maths en plus. Ça n'a rien changé. La suivante. Oui. Alors, il fait un temps magnifique, vous voyez, comme aujourd'hui. J'aimerais bien que tu ailles jouer dehors. Qu'est-ce qu'il comprend, le jeune? C'est pas tout à fait ça, les jouets dehors. La suivante. Il est urgent de sortir de l'addiction aux écrans et du monde virtuel. Dans le casque, on est dans toutes les positions. Revenir au monde à l'endroit, la dernière, nous paraît être important et on peut être engagé pour le faire. La suivante. Il y a des chiffres, alors je ne veux pas vous assoupir avec ça, mais vous voyez, il n'y a que des flèches en rouge. Entre le baromètre 2008 et 2018, on a perdu de l'activité physique, on est passé de 50 à 49, de 55, et le niveau d'activité, eh bien, intense, il était à 42, il est passé à 37, tous les chiffres sont comme ça. La suivante, et le confinement a aggravé les choses. La suivante, au niveau psychologique, prévalence de la souffrance psychologique, prévalence des idées suicidaires, prévalence des tentatives de suicide. Vous voyez, il nous explique bien, il y a une flèche verte pour quand il y a diminution. Il n'y en a nulle part des flèches vertes. C'est que des augmentations. Et les jeunes, ils souffrent de ça. La suivante.
Pourtant, il y a une relation importante entre le cerveau et l'activité physique. J'espère que... Vas-y, va passer à la suivante. Voilà, regardez ça. Ça, il faut que vous gardiez ça très présent dans votre tête. Qu'est-ce qui est marqué? Brains after sitting quietly. Le cerveau en IRM dynamique quand on est assis à ne rien faire. D'accord? Brains, cerveau, after 20 minutes walk. Qu'est-ce que vous préférez? Un cerveau bouillant qui marche avec du rouge, de toutes les couleurs montrant qu'il est actif, ou un cerveau comme ça? Il y a besoin d'entraîner son cerveau. Quand on marche, quand on est debout, le premier bénéficiaire de l'activité physique, c'est le cerveau. Le premier. Reviens en arrière, s'il te plaît. Tout ça, ça la démontre. Voilà. Tous ces articles-là, Physical Activity and The Effect of Self-Cut, tout le démontre. Au Canada, toutes les 20 minutes, les professeurs, les enseignants font lever les élèves et un mouvement. Si moi je suis debout, ma fréquence cardiaque sur ma montre, j'ai la chance d'avoir la fréquence cardiaque, je suis à 70. Normalement, quand je suis assis, je suis à 40. Mais vous, c'est pareil. Si vous êtes assis, vous êtes à 60. Je vais vous faire mettre debout dans 5 minutes. 5 minutes, vous n'inquiétez pas, je vais vous faire travailler. Et au bout de 45 minutes, il le faut. Eh bien, votre cœur va s'accélérer. Vous le savez. Vous pouvez prendre votre pouls, et puis dans 5 minutes, vous verrez, en faisant 3-4 mouvements, votre cœur va s'accélérer. Quel est le premier organe qui va bénéficier de cette accélération? Le cerveau. C'est le plus près. Donc le cœur va plus vite, et c'est le cerveau qu'on profite. En plus de ça, c'est lui qui commande. Donc il dit, à moi, j'en ai besoin de plus. Et donc, le cerveau va s'oxygéner plus, va se laver plus, va éliminer les pyruvates, les lactates, tous les déchets de la combustion. La suivante. Donc le mal-être chez les jeunes est important. Vous voyez, on a dit plus 35%. D'après Dominique Dugas, il y a 1,6 million d'adolescents qui ont une souffrance et des problèmes psychiques importants. La suivante. Même les bébés vont moins bien. Les scores de motricité globale, de motricité fine et des aptitudes individuelles et sociales sont significativement plus faibles chez les bébés et les 6 mois nés en pleine pandémie. La nécessité de développer de toute urgence des stratégies de prévention est importante. Même les bébés qui sont nés pendant le confinement, du fait que les parents avaient peu d'activité, ont déjà des signes, des répercussions de ça. La suivante. Alors, avance encore un petit peu parce que... Allez. Il y a 3 erreurs à ne pas commettre. S'imaginer que les effets négatifs du manque d'activité sont à distance. Quand je fais ces conférences dans des lycées, à Loudun, à droite, à gauche, à Châtellerault, la question que les jeunes me posent, quand est-ce que je serai malade? Alors quand on leur dit, les maladies cardiovasculaires, c'est dans 5-15 ans. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire la semaine prochaine, donc si vous voulez, 5-15 ans, ça leur paraît une éternité. Donc ne pas fumer, ne pas faire ceci, ne pas faire cela, ça leur paraît tellement rien. Donc si vous voulez, c'est faux, on va en parler, les effets sont immédiats. Il y a des effets immédiats sur le bien-être, sur la relation sociale, sur beaucoup de choses. Et il y a que c'est pas une bombe à retardement. La grenade, elle est déjà dégoupillée. Et si on la lâche dans l'avion, ça va faire très mal. Sous-estimer les effets physiques cognitifs, ça c'est aussi important. On pense que ça ne joue que sur la santé corporelle. Comme on n'est pas trop préoccupé de la santé corporelle, ça joue sur le bien-être, ça joue sur le social. Et penser que les bénéfices sont très longs et qu'il faut vraiment s'y remettre très longtemps avant que ça redémarre, c'est faux aussi. Cette conférence a été captée à la médiathèque de Saint-Thierry-Ex par Kenan Waisong. Elle est disponible en réécoute sur le site internet RCF Charente ainsi qu'en visionnage sur Télé 16 et YouTube.